Bienvenue dans ce nouveau chapitre de troisième sur la Ve République, de la République gaulienne à l'alternance et à la cohabitation. Avec comme problématique, comment les institutions et les politiques se transforment-elles sous la Ve République? Grand 1. La République gaulienne. Petit a. Le retour du général de Gaulle. Fondée en 1946, la Quatrième République souffrait de profondes divisions politiques qui étaient source d'instabilité gouvernementale. Les gouvernements étaient souvent renversés par l'Assemblée nationale, et vous pouvez voir à droite sur l'image tous les changements qui ont lieu lors de cette Quatrième République au niveau des présidents du Conseil. De plus, cette Quatrième République a du mal à faire face à la décolonisation et particulièrement au cas de la guerre d'Algérie. Le 13 mai 1958, un nouveau président du Conseil, favorable à des négociations sur l'indépendance, doit être investi par l'Assemblée. À Alger, les Français d'Algérie refusent toute négociation, se soulèvent et forment un comité du salut public qui réclame le retour au pouvoir du général de Gaulle. Face à ces crises, de Gaulle se porte candidat à la présidence du Conseil. Le 1er juin 1958, il est investi par les députés avec les pleins pouvoirs pour résoudre la crise algérienne, mais aussi pour rédiger une nouvelle constitution afin de créer un gouvernement plus stable. Petit b. De Gaulle installe la Ve République. De Gaulle confie la rédaction de la Constitution à un proche, Michel Debré, et à une équipe de hauts fonctionnaires. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle donne naissance à la Ve République. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la Constitution donne naissance à un régime parlementaire, puisque l'Assemblée nationale, élue par les citoyens, contrôle l'action du gouvernement et peut le renverser. L'Assemblée partage le pouvoir législatif avec le Sénat, qui sont en vert sur le schéma et forment le Parlement. Le pouvoir exécutif, en bleu sur ce schéma, sort renforcé de la Ve République. Le président de la République voit ses pouvoirs accrus, parmi lesquels ceux de dissolution de l'Assemblée nationale et de consultation du pays par référendum. Il partage le pouvoir exécutif avec le gouvernement, dirigé par un Premier ministre qu'il nomme et qui détermine et conduit la politique du pays. Le gouvernement s'appuie sur une majorité stable de députés à l'Assemblée nationale, élus au scrutin majoritaire uninominal. C'est donc un régime semi-présidentiel où le pouvoir exécutif est partagé entre le président et le Premier ministre. En 1962, pour renforcer l'autorité du président, de Gaulle propose aux Français qu'il soit élu au suffrage universel direct. La réforme est approuvée par référendum. Petit c. De Gaulle face aux Français, 1962-1969. De Gaulle cherche à maintenir un lien direct avec les Français. Bains de foule, allocutions télévisées, conférences de presse, fréquents référendums. En 1965 a lieu la première élection du président de la République au suffrage universel direct. À la surprise générale, de Gaulle est en ballottage, c'est-à-dire qu'il n'a pas la majorité absolue pour être élu au premier tour. Il n'est élu qu'au second tour. En mai 1968, des manifestations étudiantes et de grandes grèves paralysent le pays. De Gaulle rétablit l'ordre, mais il se sent désavoué et sort affaibli de cette contestation. En 1969, les Français ayant rejeté par référendum une réforme des institutions qu'il leur proposait, de Gaulle démissionne. Grand 2. La République après de Gaulle. Petit a. Les successeurs de Gaulle, 1969-1981. En 1969, Georges Pompidou, ancien Premier ministre du général de Gaulle, est élu président de la République. Il maintient les institutions et les pratiques politiques mises en place par de Gaulle, mais meurt en cours de mandat. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, chef de file de la droite non-gaulliste, succède à Pompidou. Il cherche à mieux répondre aux aspirations de la jeunesse et abaisse le droit de vote de 21 ans à 18 ans. Les présidents Pompidou et Giscard d'Estaing sont soutenus par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ils nomment donc le Premier ministre de leur choix et orientent sa politique. Petit b. 1981, l'alternance. Dans l'opposition depuis 1958,
François Mitterrand a fondé un nouveau parti socialiste. Il parvient à rassembler la gauche autour d'un programme commun de gouvernement. Le 10 mai 1981, il est élu au second tour face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Pour la première fois depuis le début de la Ve République, la gauche arrive au pouvoir. C'est l'alternance, c'est-à-dire la succession au pouvoir de présidents de tendances politiques opposées. François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale. Les élections législatives de juin 1981 sont un triomphe pour les socialistes qui remportent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. De 1981 à 1983, le gouvernement peut alors engager des réformes de grande ampleur. Nationalisation, réforme sociale, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés, abolition de la peine de mort, etc. François Mitterrand, qui avait été très critique vis-à-vis de la Ve République et des pouvoirs importants du président, ne modifie cependant pas la Constitution. Petit c, 1986-1988, la cohabitation. En 1986, la droite remporte les élections législatives. La Ve République est alors confrontée à une situation inédite. L'Assemblée nationale, qui est désormais de droite, est majoritairement d'une famille politique différente de celle du président, qui lui est de gauche. François Mitterrand nomme alors le gaulliste Jacques Chirac, qui est donc de droite, comme Premier ministre. Les institutions s'adaptent à cette première cohabitation. Le président conserve le pouvoir dans le domaine de la défense et la politique étrangère, mais il n'intervient plus dans les choix politiques du gouvernement. Jacques Chirac prend alors des mesures de droite, privatisation, suppression de l'impôt sur la fortune, etc. François Mitterrand est réélu président en 1988 face à Jacques Chirac, puis Jacques Chirac lui succède en 1995. Durant chaque septennat, c'est-à-dire la durée de 7 ans des mandats présidentiels, on assiste à une période de cohabitation qui voit s'opposer le président et son Premier ministre. Sous Jacques Chirac en 2000, la durée du mandat présidentiel est réduite à 5 ans pour permettre aux citoyens de renouveler plus fréquemment leur choix. C'est le quinquennat. Il s'agit de limiter le risque de cohabitation en rendant simultanées les élections législatives qui ont lieu tous les 5 ans et les élections présidentielles. Ce chapitre est maintenant terminé. Retrouve le cours sur histoiregeolesto.weebly.com. À bientôt.